Alors, on va lancer la première table ronde. Alors, nous, notre sujet étant évidemment les modes de collaboration, les coopérations entre métiers, on a voulu effectivement croiser les compétences et faire en sorte que les gens qui ne se parlaient pas toujours se parlent là et s'interrogent les uns et les autres justement sur les modes de collaboration, les difficultés qu'ils avaient, les éventuelles hypothèses aussi qu'ils posaient sur l'avenir, sur la manière de travailler. Et donc on va commencer cette première table ronde par justement tout ce qu'on considère nous comme phare dans cette deuxième version. C'est tout ce qui tourne autour de l'acquisition et la fidélisation de l'audience. Il y a aussi évidemment l'abonnement, je n'oublierai pas. En tout cas, tout ce qui appartient un petit peu au champ du marketing, qui jusqu'ici était peu développé en presse et qui prennent évidemment de plus en plus de place. Alors, on a, nous, repéré dans notre cartographie un certain nombre d'activités nouvelles, comme l'utilisation d'outils de base de données qui permettent de développer de la connaissance sur le lectorat, le recours à des études et des méthodes de prospection et de fidélisation du lectorat. Évidemment, on voit bien qu'il va falloir composer avec de nouvelles compétences qui viennent parfois aussi d'ailleurs d'autres secteurs professionnels. Alors moi, ce qui m'intéressait dans un premier temps pour lancer le débat, c'est de savoir comment ces activités se développent dans vos entreprises et quelles sont les compétences qui sont à l'œuvre pour y parvenir et comment les uns et les autres collaborent autour de ces nouveaux sujets. Alors j'avais envie de poser la question effectivement à Éric Leclerc dans un premier temps, qui est responsable donc Nouveaux Médias au Parisien, et ensuite peut-être à Sybille de Vaucamberge dans un autre univers, plutôt sur la partie abonnement, et puis ensuite si les uns et les autres veulent intervenir, on repassera la parole. Voilà. Voulez-vous lancer, Éric Leclerc ? Bonjour à tous et à toutes. Ouais, en ce qui nous concerne, donc aux Parisiens, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, les directions marketing, qu'on appelle nous print et numérique, étaient complètement séparées, puisqu'il y a une directrice marketing du Parisien et moi, jusqu'à il y a encore un mois, j'étais directeur adjoint des Nouveaux Médias en charge du marketing, donc pour les Nouveaux Médias. Donc c'était deux activités complètement distinctes, comme dans pas mal de sociétés jusqu'à maintenant, hein, puisque avant d'être au Parisien, j'étais aussi au Figaro et avant ça aux Échos, où à chaque fois, effectivement, une direction marketing était séparée. Et donc on a eu jusqu'à maintenant une des activités en ce qui concerne sur les Nouveaux Médias avec des métiers très, très spécifiques, comme vous le notiez tout à l'heure, avec des responsables d'acquisition d'audience, de trafic, des responsables de fidélisation, des animateurs de communauté également, et puis des responsables de partenariat. Et donc, en fait, ces activités-là, je dis jusqu'à maintenant parce qu'en fait, c'est depuis 3 mois maintenant un travail de mutualisation de ces compétences avec la direction marketing qu'on essaye de développer en interne, en termes de l'entreprise. Donc voilà, on avait une activité propre. Tout ça pour vous dire que justement, on a développé à côté une activité de CRM, de base de données clients, mais qui était essentiellement liée à des problématiques nouveaux médias. On a créé une base de données de data marketing justement pour répondre à des objectifs d'acquisition d'audience. Alors quand on parle souvent de connaissances clients quand on parle de base de données. Nous à la base c'était essentiellement pour augmenter l'activité, le chiffre d'affaires des nouveaux médias. Le CRM c'est un outil parmi tous les différents leviers qu'on a pu mettre en place. Et donc en fait ça permet effectivement de mieux connaître notre lectorat, nos internautes, mais c'est aussi un outil qui nous permet essentiellement d'interagir quotidiennement avec eux, et donc du coup de les faire amener sur le site, consommer de l'information, mais aussi consommer des services. Parce que notre business model sur le web, c'est essentiellement une activité qui est liée aux revenus publicitaires, chiffre d'affaires publicitaire, mais de plus en plus, maintenant, on essaye de développer des services avec, ce que je disais tout à l'heure, différents partenariats, des services de vente de deals d'achat groupé, par exemple, de petites annonces immobilières, rencontres, etc. Et donc, pour mieux vendre, mieux pousser nos prospects à consommer cette information et ces services, on a mis en place donc cette politique de CRM.
politique de CRM qui n'existait pas ailleurs dans l'entreprise. Il y a bien entendu un pôle d'études, mais c'est des études, on va dire entre guillemets classiques, sur le lectorat, le profil de ce lectorat, etc., les tendances du marché, etc., mais pas une véritable politique de CRM, comme on entend habituellement. Depuis 3 mois maintenant, enfin même pas plus, 6 mois à peu près, il a été justement sur la base de ce qui a été fait sur les nouveaux médias. On est en train de développer maintenant ce qu'on appelle une base de données, groupe Le Parisien, justement en s'appuyant sur les compétences, sur les expertises qui ont été développées sur le numérique. Pour une fois, c'est le numérique qui a apporté une nouveauté en fait dans les pratiques. Donc on a nous-mêmes, quand on a commencé à développer notre politique de CRM, on ne savait pas, on s'est fait accompagner par des experts, mais avec dans la feuille de route un objectif qui était de faire monter en puissance, en compétences nos experts en interne, nos salariés en interne là-dessus. Aujourd'hui, du coup, on déploie cet outil au sein même du groupe Le Parisien et en parallèle de ça, au sein même du groupe Amaury. Voilà, puisque la démarche est en parallèle également chez nos amis de l'équipe d'ASO. Et donc l'idée, c'est de mutualiser justement toutes ces bases, toutes ces expertises. Justement, concrètement, comment ça se passe, ça, justement, le fait de partager avec les autres, de devoir faire en sorte que tout le monde s'approprie ses outils, etc. Sur le terrain, ça pose des problèmes, ça, ou est-ce que tout le monde se l'approprie facilement ? Non, tout le monde ne se l'approprie pas facilement. Déjà parce qu'on a tous des définitions différentes de ce qu'est le CRM. On ne parle pas de la même chose. Donc déjà, il faut se mettre raccord sur la sémantique qu'on emploie. C'est un chantier qu'on vient d'ouvrir, hein, je vous dirais, il y a à peu près 6 mois que ça a été enclenché. On se voit régulièrement entre directeur marketing papier, directeur print, directeur marketing nouveaux médias, les gens de la DSI également, parce qu'il y a aussi une grande brique technique là-dedans, il ne faut pas oublier. Voilà, donc on fait un peu un état des lieux pour l'instant de ce que chacun a pu développer dans son coin. Et puis on est en train justement de dessiner, de tracer une vision collective de ce que serait le CRM au sein du groupe Amaury et de fait sur le groupe respectif, Le Parisien, l'équipe, etc. D'accord. Bon, belle perspective en tout cas. Enfin, ça a l'air de marcher d'après. On est au début, donc on se reverra dans un an peut-être. Chez Mondadori, alors on n'est pas forcément sur l'acquisition d'audience, on est plus sur l'abonnement, puisque vous êtes responsable de marketing direct, hein, voilà. Mais je pense qu'il y a effectivement des... Alors je vais vous passer le micro, vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe. Merci. Bonjour. Alors nous, chez Mondadori, on est assez centralisé, sauf le marketing titre qui est resté dans les pôles. Donc le marketing titre s'occupe surtout de l'audience des magazines, et puis du positionnement de la marque, etc. Il y a en centralisation 2 grands services qui sont d'abord, on en parlait, le web, qui est en train de se restructurer complètement, avec une politique complètement nouvelle et qui devrait aboutir à quelque chose de bien, parce qu'on est quand même, nous en tout cas en presse magazine, on est quand même à l'âge de pierre de l'Internet, il faut dire ce qui est. Et un autre gros service qui est le service marketing direct dont je fais partie. Moi, je m'occupe d'un pôle en fait. Effectivement, nous, on a commencé par se centraliser. Donc, tous les titres sont dorénavant sur une même base de données qui, pour l'instant, est une base de gestion d'abonnement. Et nous sommes en train de réfléchir à une base de CRM, justement parce que pour financer en fait tous ces développements, il faut faire consommer un peu mieux nos prospects et particulièrement nos abonnés, puisque c'est là où on a déjà de la valeur. Donc c'est un projet qui, à mon sens, va partir du marketing direct, qui a déjà de la valeur, qui dégage déjà de la valeur avec ses abonnés papier. Voilà. Alors effectivement, au niveau de l'audience proprement dit ou dite, l'audience sur le web est gérée par l'équipe Internet, qui effectivement cherche à développer beaucoup de partenariats.
parce que la publicité sur le web ne paye pas le web. Donc beaucoup de partenariats pour faire des pages vues, faire des opérations de cashback, faire des choses comme ça qui valorisent l'audience et ces prospects-là. Le risque, si on ne réfléchit pas comme le Parisien en amont sur une base commune, c'est que chacun crée sa petite base. Donc le web crée sa base d'audience avec son petit outil CRM à lui, que le marketing direct crée sa base client papier en se disant on va leur vendre et puis on va faire nos sites aussi à nous parce que nous on va faire des boutiques en ligne et ça va nous rapporter de l'argent, et que le magazine reste un support papier différent. Voilà. Parce qu'on parle quand même autour d'une même marque et les valeurs de la marque restent quand même très importantes même si les supports sont différents. Voilà, donc nous, pour l'instant, on démarre vraiment, puisque l'intégration en centralisation a été longue, elle est aboutie. Et donc maintenant, on est plus en ordre de marche pour développer une partie base de données, CRM, et qu'on espère commune à l'ensemble de la maison. Alors, je ne suis pas sûre que le marketing titre, il trouvera forcément son intérêt. Mais en tout cas, la partie Internet qui cherche aussi à monétiser ses audiences et à développer ses clients puisse s'associer vraiment au marketing direct. Le risque étant que chacun vende l'un sa version papier, l'autre sa version Internet et iPad. L'un par l'App Store et de manière complètement inconnue pour nous puisqu'on ne connaîtrait pas les clients. Donc c'est ensemble qu'il faut monter la stratégie. Et pour l'instant, on a juste posé les bases de oui, il faut qu'on la monte ensemble. Oui, parce que j'aimerais bien qu'on a, au-delà de cette question-là, effectivement, savoir un peu comment ça se construit, ces outils, avec qui. Du coup, ça va peut-être nous amener à un autre niveau de question. Je pense donc au rôle de l'animateur de communauté, au responsable d'acquisition d'audience. Ils font quoi exactement dans cet environnement-là ? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ? Quel est leur niveau de participation dans la construction de ces outils ? On pourra peut-être rebondir sur Yann Guégan. Je ne sais pas si Yann, ça vous dit de répondre à ce sujet-là, parce que vous êtes à la fois, si je comprends bien, un pied dans l'éditorial, un pied dans le marketing, mais en même temps vous avez fait du web, enfin vous avez fait beaucoup de choses. Est-ce que ça résonne, ce que vous avez entendu là ? Et est-ce que vous êtes justement au sein de Re89 préoccupé par le fait de construire des outils de base de données et les incrémenter ? Alors moi, je vais avoir un témoignage et un regard beaucoup plus basique et artisanal sur la chose, puisqu'on n'a pas des services marketing aussi développés que les titres qui sont représentés ici. Donc on bricole. Mais c'est vrai que l'aspect connaissance du lectorat sur le web est très importante et c'est quelque chose sur lequel on commence à avoir un peu d'expertise, notamment parce qu'on est en tant que journaliste, tous les journalistes de Re89 sont dans une interactivité avec le lecteur. Et forcément, il y a aussi un aspect marketing, même si c'est pas toujours bien vu d'en parler quand on est journaliste. Parce que en même temps, quand on fait un titre, on essaye de vendre un article. Donc, pour moi, un titre, c'est déjà du marketing au sens éditorial du terme. Donc, donc cette connaissance, elle va moins s'appuyer sur des bases de données, sur des études extrêmement calibrées, mais plus sur des choses assez empiriques. Ce que je retiens quand même, pour être d'un point de vue plus journalistique, c'est l'incroyable profusion de données qui existent sur le lecteur et qui sont parfois difficiles à manipuler, au sens où elles sont difficiles à suivre, quoi. Si je prends tous les outils de monitoring que j'ai moi en tant que journaliste, tous les journalistes de Re89 ont accès, mais aussi le directeur général et ceux qui s'occupent, on va dire, du marketing au sens large. On a les statistiques de Google Analytics. On a le classement Nielsen tous les mois, c'est un top 50 des sites d'infos. On a les statistiques Facebook qui sont devenues de plus en plus raffinées, c'est-à-dire les statistiques de la page, les statistiques du domaine, les conseils qu'on peut avoir avec les représentants de Facebook avec qui on est en contact. On a les top des lectures sur l'appli iPhone aussi, donc qui n'est pas tout à fait le même que le top des lectures sur le web. On a tout ce qui vient de la galaxie Twitter, donc le nombre de retweets, le nombre d'abonnés, le nombre de comptes, les classements Twitter qui commencent à être établis aussi.
Et voilà. Donc on doit naviguer dans toutes ces datas et se dire, voilà, si je dois par exemple faire de la publicité pour le nouveau numéro de Rue 89 le mensuel en kiosque, à qui je vais m'adresser et comment je vais m'adresser à eux. Et je ne vais pas m'adresser pareil si je veux faire une petite pub sur Facebook. Je ne vais pas m'adresser de la même manière sur le site lui-même et je ne vais pas m'adresser à eux de la même manière que sur Twitter. Donc voilà un peu dans notre bricolage quotidien en termes de marketing, ce que ça peut donner. Mais alors, comment ça se croise ? Vous les croisez, les infos ? Parce que vous dites qu'il y a des tas d'outils, effectivement, il y a une multiplicité d'informations, d'indicateurs, etc. Vous essayez de les croiser, ces informations, justement ? Non, personnellement, non, parce que ça demanderait vraiment beaucoup de travail. Puis surtout, je n'ai pas de... Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on est plus ou moins précis. Je veux dire, sur Google Analytics, je ne peux pas savoir l'âge de la personne qui se connecte, ou alors je peux avoir une idée, mais bon, c'est moins précis que Facebook, parce que quand on s'inscrit sur Facebook, on donne en général son âge, sauf exception. Voilà. Ce qui fait que l'audience que j'ai sur Facebook, en tant que gérant de la page Rue 89 et du domaine Rue 89, je vais avoir des choses très précises en termes d'âge. Et si je dois faire une publicité sur Facebook, je peux cibler de façon très précise. Donc là aussi, les outils, finalement, ils vont plutôt dans le sens du bricolage et de l'artisanat. Lancer une campagne de liens sponsorisés sur Google, ça prend 2 minutes. Lancer des liens sponsorisés sur Facebook, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et puis intervenir quand on a la chance d'avoir une communauté comme nous, avec 10 000 personnes qui commandent chaque mois, avec 200 000 followers sur Twitter, avec 80 000 fans sur Facebook, quand on veut vraiment pousser quelque chose, à condition de s'adresser avec le bon message aux bonnes personnes, on arrive vraiment à être relativement efficace, quoi. Donc tout ça, c'est du bricolage et de l'artisanat. Il n'y a rien de très scientifique. On va passer la parole à François Guillaume pour savoir si c'est aussi du bricolage et de l'artisanat. Oui, non, mais justement, moi, ça me fait assez... je me retrouve tout à fait dans le témoignage de Yann, parce que nous-mêmes, au sein de Sogé Média, pareil, on n'a pas une taille critique qui permet d'avoir un responsable de service pour tel marketing que print, que web, etc. Donc on est également plus dans l'artisanat, mais c'est marrant parce qu'on est exactement dans le même système, c'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, on était dans un développement presque frénétique des communautés pour arriver, pour faire entre guillemets de la masse, et on arrive à un point où finalement, donc c'était un développement communautaire pour les rédactions, constituer des communautés autour des journaux. Et c'est vrai qu'en fait, depuis 6 mois, le marketing et aussi l'aspect commercial a commencé à dire, tenez, vous avez des communautés assez importantes, il y a peut-être moyen d'en faire autre chose, entre guillemets, que de l'interactivité et de la partie vraiment éditoriale. Et donc là-dessus, effectivement, on a énormément d'outils, de statistiques, Google Analytics, pareil, Facebook, nous donne beaucoup d'outils. Et c'est vrai qu'en fait, depuis quelques temps, on a de plus en plus de demandes comme ça des différents services de fournir des rapports très très détaillés, c'est quasiment statistique, sur nos communautés, sur les internautes, etc. Donc au début, c'était simplement les journalistes qui voulaient savoir si la fréquentation du site était en hausse ou en baisse, etc. Et au fur et à mesure, on donne les possibilités de l'outil et ils nous disent on peut savoir quelle rubrique est la plus vue, combien de personnes vont sur la partie mobile, tel message sur Facebook, combien de fois il a été vu, repris, etc. Et donc au fur et à mesure que les équipes découvrent toutes les possibilités de ces outils, en fait il y a une demande croissante. Donc derrière on est obligé effectivement, même si ça reste artisanal effectivement, de trouver les manières de combiner tous ces résultats pour donner des choses assez pertinentes, aussi bien aux journalistes, parce que ça conditionne aussi la manière dont eux-mêmes interagissent avec leur communauté, savoir que tel message va être mieux repris que tel autre, on analyse pourquoi, comment est-ce qu'il a été compilé, quel sujet, etc. Et même au niveau marketing. C'est-à-dire que en fonction des pages les plus vues, on va pouvoir conditionner l'orientation de la démarche commerciale, etc. Et pareil, au terme de force de communauté, d'impact, etc. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on a des journaux locaux, donc en plus, on est localement très très ciblé. Et donc du coup, en fait, on développe comme ça des outils pour rentabiliser, entre guillemets, ces communautés et même cette fréquentation qu'on a sur le site. Elle devient marketing, elle devient commerciale maintenant. C'est plus simplement éditorial. Donc moi, au niveau du pôle web, avec le reste de mes collaborateurs, on a de plus en plus un rôle justement de synergie entre les différents groupes, entre les différentes compétences, ce qui ne se faisait pas avant du tout. Effectivement, on avait plus l'esprit où chacun fonctionnait dans son coin, chacun avait son activité, et maintenant il y a cette synergie qu'on peut apporter
pour que tout le monde travaille sur tous les supports. C'est-à-dire que les gens de la pub peuvent utiliser le support éditorial, les personnes du support éditorial peuvent utiliser les retours du marketing pour mieux cibler leur message éditorial. Enfin, maintenant, une synergie vraiment complète. Et donc, effectivement, les responsables nouveaux médias sont au cœur de ces préoccupations-là. Bon, c'est intéressant, mais en même temps, c'est marrant parce que c'est pas le reflet de ce qu'on avait forcément entendu lors des groupes de travail. Je pense notamment à Jean-Charles qui va pouvoir nous faire ses commentaires là-dessus. Moi, j'avais un peu l'impression qu'effectivement, il y avait une chaîne de traitement de l'information avec des étapes effectivement bien caractéristiques. Et effectivement, toute la partie diffusion, développement des nouveaux formats, etc., arrivait après qu'on ait réfléchi contenu. C'est-à-dire que voilà, le problème, c'était faire remonter ces informations éditoriales pour qu'ils modifient ces contenus en fonction des résultats que ça pouvait avoir en termes d'impact. Souvent, ça se passait pas forcément très bien. Alors, je veux juste, avant de terminer, juste peut-être que nous, on a l'avantage de pouvoir faire ça, c'est la taille qui est peut-être critique. On a une force de frappe qui est plus rapide en termes d'efficacité, puisque comme on est plus petit, on peut plus facilement se retourner et rectifier le tir en fonction des évolutions. Alors c'est peut-être aussi pour ça le côté artisanal, ça a cet avantage-là. Jean-Charles, tu veux peut-être intervenir là-dessus? Bon, effectivement, Si tu peux juste nous repréciser un petit peu le cadre de ton intervention, est-ce que tu fais En fait, donc, moi, je travaille au GIE e-Presse qui a été créé il y a presque un an et qui regroupe un certain nombre de quotidiens et de magazines avec la vocation qui est de mettre en commun un certain nombre de moyens. Alors, pour développer des kiosques numériques. Donc vous avez un kiosque numérique e-Presse qui est présent sur iPhone, iPad, et puis vous allez l'avoir sur Android, sur web, etc. Et la deuxième chose, sur un certain nombre de sujets, il est préférable que les éditeurs se regroupent pour être capables d'avoir une force de négociation vis-à-vis des entités comme Google, Facebook, Bing ou Orange. Voilà, donc à peu près les deux missions du GIE. Maintenant, ce qui est important par rapport à la connaissance du client, grosso modo, vous pouvez avoir deux approches. La première, qui va être extrêmement longue et coûteuse, qui est celle, effectivement, de monter des bases data mining sur la partie connaissance du client, etc. Et sur lesquelles, souvent, on a des problèmes d'identification réellement des besoins. Donc, on est capable de monter des bases, on va agréger un grand nombre de contenus, peut-être on va en agréger trop, etc. Et puis, surtout, il y a une question de culture d'entreprise, après, de pouvoir exploiter ces données. Et quand vous en avez beaucoup, à un moment donné, la masse critique devient trop importante pour réellement utiliser ce dont vous avez besoin. Donc, c'est très coûteux, c'est long, et il faut extrêmement bien définir son projet. La deuxième approche, elle est, je dirais, et pour le cas d'un GIE où on n'a pas forcément les moyens, elle est beaucoup plus centrée sur le contenu. Grosso modo, on va se dire, alors elle est moins performante dans la connaissance du client, mais on va se dire, grosso modo, quelqu'un qui vient lire cet article, c'est qu'il est intéressé par le sujet. Donc la logique, elle est de dire, finalement, travaillons le contenu, puisque c'est là où on est très bon, faisant en sorte que ce n'est pas seulement le contenu que je vais travailler, mais c'est en même temps toute la couche sémantique que je vais ajouter à ce contenu. Et à partir du moment où je suis capable de dire, mon client qui vient, je ne le connais pas encore, mais je sais qu'il est intéressé par ce sujet, je vais être capable de lui mettre autour de cet article un grand nombre d'informations, que ce soit des abonnements ciblés, que ce soit des produits dérivés, etc. Et là, on rentre dans des domaines d'investissement qui n'ont rien à voir avec la partie data mining. Je dirais que c'est la première étape. Alors, pour pouvoir avoir cet élément qui est l'article et sa couche sémantique autour, finalement, vous allez faire intervenir plusieurs personnes dans la boucle. Le premier, c'est le journaliste. Bien entendu, lui, il va écrire. À l'époque, quand j'étais aux Échos, le journaliste lui-même indexe ses articles. C'est-à-dire que quand il écrit, il a un outil qui lui permet déjà d'ajouter un premier niveau d'indexation. C'est-à-dire que cet article, il parle de telle société, tel élément, etc. La deuxième chose, c'est, vous allez, une fois que l'article commence à partir dans le circuit, il doit être extrêmement bien structuré, puisque derrière, vous êtes capable d'identifier un titre, un chapeau, un texte, l'auteur, etc., pour ensuite pouvoir refabriquer des produits à façon qui soient extrêmement bien thématisés, de telle manière que vous allez pouvoir construire des produits autour de thèmes et ensuite vendre des produits dérivés autour de ces thèmes. Donc, donc bien structuré. Ensuite, lorsqu'il va partir dans le circuit, il va devoir ensuite passer par un certain nombre de bases de données que vous aurez montées. Par exemple, dans le cas des Échos, c'est assez simple. Vous parlez d'une société qui s'appelle Alcatel ou Thomson. Bien derrière, vous êtes capable d'ajouter un certain nombre d'informations complémentaires comme les codes ISIN, etc. De telle manière que lorsque l'article arrivera sur le numérique, soit sur le web, on pourra lier cet article avec des bilans, avec la biographie de tel directeur, etc., etc. Et là, on commence à voir que mon article, ce n'est pas seulement un article, c'est un article qui va me permettre de vendre ou de promouvoir un grand nombre de choses autour de thèmes. Et je ne connais pas encore mon lecteur. Tout ce que je sais,
c'est qu'il est intéressé par le sujet. Voilà. Donc là-dedans, en fait, de ce qu'on voit poindre de ma petite expérience, c'est grosso modo ce qu'on appelle un peu un architecte de l'information. C'est la personne qui va être un peu au cœur entre le côté éditorial, d'un côté, le côté constitution de base de données en fonction des besoins, et le côté restitution graphique, parce que ce que vous voulez aussi, c'est pas qu'une fois que l'article est publié, que ce soit sur un iPad, un iPhone ou sur Internet, qu'il soit, je dirais, repompé et relu par ailleurs. Vous avez par exemple de plus en plus aujourd'hui d'outils comme Readability, etc., des outils qui viennent, ou des petits add-ons qui viennent s'ajouter sur Firefox, et qui fait que quand vous regardez un article sur un site donné, vous faites CTRL-ALT-R, vous avez un petit bouton, et puis l'article est désossé et remis en scène. Donc vous avez juste l'article bien formaté, agréable à lire. Ce que vous voulez, c'est que les personnes continuent à lire vos articles sur votre site ou sur vos applications. Donc là aussi, il y a ce côté qui est comment je restitue cet article graphiquement pour qu'il soit facilement à lire, et ensuite comment je lui associe, sans en faire un arbre de Noël, des informations complémentaires, des produits complémentaires ou des abonnements ciblés autour de ces thèmes. Donc voilà, là il y a une espèce d'articulation qui se fait et qui fait que mon client, en fait, je vais le connaître, pas forcément qui il est en immédiatement, mais je vais commencer à avoir une première approche qui est, je sais qu'il rentre par un sujet donné et c'est là-dessus que je vais le travailler. D'accord, donc ça c'est la mission d'un métier qu'on n'a pas, nous, hein, architecte de l'information. Enfin bon, je note qu'effectivement on pourra toujours le rajouter. Hein, donc un pied dans le marketing. C'est quelque chose d'assez nouveau. Oui, oui, non mais très bien. Côté SI, Monsieur Barlemont, vous qui êtes, je crois, dans les systèmes d'information depuis 10 ans, 15 ans, chez Prisma. 13 ans. Comment ça se passe concrètement par rapport à un modèle justement assez... Enfin, il était très beau ce modèle, hein, effectivement. On voit comment les choses doivent s'incrémenter, etc. Dans la réalité, est-ce que les systèmes d'information arrivent à prendre leur place comme on le voudrait? Est-ce que ça remonte à l'éditorial? Comment l'éditorial réagit par rapport justement aux demandes de DSI? Comment ça se passe? C'est beaucoup de problèmes pour une DSI, ce qui est en train de se passer dans nos métiers. Alors chez Prisma, un premier point, beaucoup de bases de données marketing, la plus ancienne a plus de 20 ans. Et pour vous donner un exemple, on sait combien on va vendre de femmes actuelles à Nice un mercredi s'il pleut. Voilà. On a 20 ans de mercredi, on a 20 ans à Nice, et s'il pleut, on a une statistique sur ces 20 ans. Donc c'est quelque chose qui existe pour le print depuis très longtemps, avec une évolution technique évidente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme tous les groupes de presse importants, chacun fait sa base dans son coin. On n'a que des spécialistes partout. Et tout le monde a sa vision d'une base de données et de ses informations. Donc ça, c'est les deux préalables à notre métier. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de fond de base de données. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup trop. On a un problème de restitution. On a un problème de restitution parce que tout le monde veut stocker, tout le monde a sa vision de l'info qu'il faut rechercher, mais personne ne l'exprime de la même manière. On passe beaucoup de temps aujourd'hui chez Prisma à travailler sur ces outils de restitution qui doivent être restitués sur un ordinateur, sur un iPhone, sur une tablette, au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, et de pouvoir en faire... Le coup d'après de ces éléments de restitution, c'est de pouvoir en faire un élément de présentation. Aujourd'hui, on travaille par exemple sur un outil de restitution qui, suivant la discussion commerciale, va générer une présentation. Ce qui permettra non seulement d'être réactif dans la discussion, mais de laisser un document attaché en rapport à la discussion commerciale que nous avons en direct. Donc, une fois de plus, la base de données existe, les bases de données existent, travail de restitution et travail d'utilisation de cette restitution. Chez Prisma, on a environ 1400 reporting, dont 1000 pour le marketing. Alors, je ne sais pas qui fait quoi avec, hein. Nous on les fournit, en tout cas, on nous les a demandés, on les fournit, c'est beaucoup trop, et je pense qu'on a un problème majeur qui est d'avoir une expression des utilisateurs qui doit évoluer au rythme du marché, au rythme des demandes. Et là, on a toujours un décalage, tout le monde voulant absolument tout, ce qui est difficile à générer, et il faut faire un tri. Donc la problématique, d'un point de vue technique, c'est beaucoup de bases.
il faut effectivement les faire parler. Il faut surtout les restituer et pouvoir les croiser. Alors, à partir de là, tous les métiers chez Prisma n'échangent pas tout. Il y a un service études pour la publicité, il y a un service études pour le marketing, il y a un marketing client, il y a un marketing print, il y a un marketing numérique. On a la tablette qui arrive qui n'a rien à voir avec le web, donc on va encore nous inventer un marketing lié à la tablette. On a des kiosques qui sortent à tour de bras. Il y a une dizaine de kiosques, peut-être un peu plus sur le marché. Chacun y va de sa vision du lecteur, du client. Ça veut dire encore du reporting. Et je pense qu'il faut que notre métier, à un moment donné, réfléchisse un peu plus qu'à l'instant donné pour pouvoir générer non seulement de l'information, mais une information utile et restituable pour en faire quelque chose. Voilà, notre problème aujourd'hui, c'est ça. Alors, dernière chose, au sein de la DSI de Prisma, on n'est pas des spécialistes du marketing, on n'est pas des spécialistes de tous les métiers. Nous avons intégré cette année 2 personnes métiers au sein de la DSI. C'est de la mutation interne, de la mobilité interne. En attendant, on a senti, aussi bien de notre côté technique que du côté de l'entreprise, la nécessité d'intégrer des gens du métier afin d'avoir une meilleure écoute et afin de proposer de meilleures solutions. Les personnes métiers, c'est Personne métier, c'est-à-dire il y a une personne qui vient réellement du marketing et qui est aujourd'hui chef de projet au sein de la DSI, et puis une personne sur la partie autre, financière notamment. On n'est pas des spécialistes du métier. C'est difficile pour nous, en une réunion, en quelques réunions, d'avoir la maîtrise totale d'un métier qui est bien spécifique et dont on doit être capable de ressortir l'essentiel pour en faire une solution, un outil, en tout cas une bonne réponse. Donc on s'est senti effectivement plutôt faible sur cette partie marketing et la décision a été assez simple à prendre, qui était de renforcer notre service par des gens du métier. Et d'éditorial aussi, non? Alors, oui, éditorial, c'est le métier qu'on connaît le mieux, parce que c'est le métier de base d'un groupe de presse. Donc celui-là, ça fait des années qu'on a intégré des gens du métier. On a, en tout cas chez Prisma, une équipe d'une 20aine de personnes exclusivement orientées éditoriales, qu'elles soient print, web ou tablette. Et je cite les 3 parce que ça n'a rien à voir, hein, le web étant à l'opposé du print, alors que la tablette, d'un point de vue organisationnel, est très proche du print. Donc on a une obligation de répondre à l'ensemble de ce système. Aujourd'hui, on n'a pas de système d'ailleurs unique. Hein. La presse magazine est très pauvre en solutions. Presse quotidienne est très riche en solutions techniques. Donc on est obligé de jouer à l'intégrateur pour avoir quelque chose qui se marie entre le print, le web et la tablette. D'accord. Donc on est de tout ce que j'entends, on pense beaucoup outils quand même, avec une difficulté réelle quand même à combiner ces différents outils, à les croiser, à comprendre un petit peu. C'est-à-dire que la collecte de l'info, il y en a n'en plus finir. Le problème, c'est qu'il faut la trier, il ne faut pas la chercher. Elle arrive toute seule, même quand on ne la demande pas. Le problème, c'est de la trier, de la qualifier et de la restituer. Et le boulot d'une DSI, c'est d'apporter sa brique sur la facilité de restitution. Ça fait 25 ans que je suis dans la presse et de la partie technique. À aucun moment, on a le droit d'aller valider, qualifier un contenu. On a apporté des outils et des solutions. Le contenu, ce n'est pas notre métier. Pas encore. On doit... il y a encore un peu de temps. On doit donc apporter ces solutions. Donc effectivement, base de données, il y en a partout. C'est très facile à faire. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, il y a une expression du métier et il faut des outils qui soient faciles, réactifs et utilisables. Est-ce que ça soulève des questions Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions par rapport à ça? Pour ceux qui appartiennent à d'autres formes de presse, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est des choses que vous vivez aussi, ces difficultés de lecture des outils, de croisement des outils? Monsieur Guiraud. Oui, bonjour, Marc Guiraud, ex-AEF, que j'ai quitté donc fin septembre. Nous, sur des problématiques de
de base de données de lecteurs plus réduite potentiellement, puisqu'on s'adressait en mode B2B avec des abonnements, mais un total quand même de 20 000 lecteurs. On a aussi développé au fur et à mesure des outils de mesure de qui lisait quoi. En gros, sans aucun enjeu publicitaire derrière, puisque le modèle était exclusivement sur abonnement. Et effectivement, on s'aperçoit que du côté, donc nous, c'était vraiment surtout les journalistes qui étaient intéressés par cette problématique, un petit peu les commerciaux aussi. Mais les commerciaux, de toute façon, vendaient un abonnement global. Il n'y avait pas de vente à la découpe de l'information. Donc voilà. Et on s'est aperçu que du côté des journalistes, il y avait vraiment une difficulté à passer du temps et que c'est un puits sans fond. De regarder ce qui est lu, etc. Et d'analyser. À un moment, on y passe un temps fou. Et la question qui s'est vite posée, c'était avec quelles conséquences opérationnelles sur le modèle B2B abonnement. C'est-à-dire que si on découvre que telle information est moins lue, pour autant, d'abord, premièrement, cela reste une information. Et deuxièmement, pour les lecteurs qui l'ont lu, même s'ils sont moins nombreux que d'autres sur d'autres informations, elle peut être centrale pour eux dans la valeur qu'ils accordent à leur abonnement. Donc, au bout du compte, jusqu'à présent, ça va peut-être changer, mais jusqu'à présent, tant que j'étais aux commandes, on avait décidé que ça n'aurait pas d'impact lourd sur les choix éditoriaux. Puisque voilà, ce qui était pour nous important, c'était l'intelligence collective des journalistes, la manière, les affinités qu'ils pouvaient avoir avec les lecteurs. Mais on n'utilisait pas, si vous voulez, de manière opérationnelle les résultats chiffrés des outils d'analyse de lectorat. Alors, si Alors très spécialisé, ça c'est parce qu'on veut toujours mettre dans des cases. Je considère que ça fait partie, de même que les métiers sont en train d'évoluer, de même que la temporalité est en train d'évoluer, avec les nouveaux outils, la pertinence de savoir si on fait de la presse quotidienne, flux, d'ailleurs vous l'avez bien dit dans votre présentation, les flux maintenant sont en train de prendre le dessus. Donc le fait de savoir si on sort en quotidien, en hebdo, en bimensuel, mensuel, à mon avis ce sont des notions périmées. De même que le fait de savoir si on est spécialisé ou pas spécialisé, à partir du moment où on a plusieurs dizaines de milliers de lecteurs sur un support, ou même peu sur un support. Enfin, voilà, qu'est-ce qui est généraliste, qu'est-ce qui est spécialisé? À mon avis, ce ne sont plus des notions pertinentes pour la presse de demain. D'accord, bon, c'est dit. Juste pour rebondir là-dessus, sur cette idée de est-ce que, parce qu'un contenu est beaucoup vu, beaucoup lu, si les métriques nous indiquent... que peuvent nous indiquer les métriques en termes de définition de l'offre? On a un outil dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est encore plus fabuleux, encore plus génial pour avoir des données sur ces lecteurs, qui s'appelle Chartbeat, vous connaissez peut-être parmi vous certains, qui donne de l'audience en temps réel. C'est-à-dire que là, j'ai pas de réseau malheureusement sur mon iPhone parce qu'on est dans une cave, mais mais je pourrais vous dire exactement à l'unité près combien de personnes sont en train de lire tel article à ce moment même. Et ça va un peu plus loin dans le sens où on sait aussi si les gens restent en haut de la page ou continuent à lire l'article. Et ça, pour moi, c'est un indice que je regarde assez souvent, notamment quand on publie des papiers assez longs. Vous savez que la règle, normalement, sur le web, c'est faites court, pas plus de 2 phrases par paragraphe, pas plus de un sujet, un verbe, un complément, etc. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est faux. Enfin, je veux dire, on peut très bien publier des choses longues sur le web. Parfois, les gens le lisent bizarrement. Quand ça les intéresse, ils lisent. Et Chartbeat va nous permettre de voir justement l'engagement du lecteur dans la page et savoir si un article long est lu. Donc, moi, je veux te dire à mes rédacteurs, essayez de ne pas faire trop long, quand même. On est sur le web, mais quand c'est long et qu'ensuite, sur Chartbeat, je vois que ça fonctionne, la distribution du trafic fait qu'il y a à peu près autant de personnes en bas de l'article qu'en haut de l'article, ben, ça veut dire que le pari est gagné. Et donc finalement, avoir des outils aussi très précis de mesure de l'audience, parfois ça va dans un sens contre-intuitif, c'est-à-dire on pourrait croire qu'avoir de l'audience en temps réel, ça nous inciterait, nous, à Rue 89, à publier des papiers légers, rigolos, des insolites, des papiers sexes, etc. Alors ça marche, je vous rassure, ça marche toujours, pas de problème. Mais de temps en temps, on voit aussi monter des contenus, voilà, typiquement... pendant les tout débuts de la révolution en Tunisie, très vite on a vu comme ça des afflux de trafic de Tunisie.
Et ça, plus les mails nous disant attention, il se passe quelque chose à Sidi Bouzid, c'est pas juste une émeute comme il y en a déjà eu. Voilà, ça fait qu'on a embrayé très tôt et très vite on a commencé à relier ce qui se passait et on a continué derrière. Donc finalement, les métriques, elles vont pas toujours nous pousser dans le sens du facile, du léger. Jean-Christophe, tu voulais... Bonjour, Jean-Christophe Dupuy-Raymond, je suis journaliste à France 3 Lorraine et gestionnaire de communauté et responsable de la cellule web, qui est une toute petite cellule puisqu'on est 2. Pour rebondir sur ce que disaient les uns et les autres, on n'a pas d'obligation aujourd'hui, nous, au sein de France Télévisions, dans les régions, en tout cas pour France 3, à connaître véritablement notre audience pour derrière préparer un plan marketing sur tel ou tel ou partenariat ou opération spéciale ou autre. Bien évidemment, on nous demande quand même de savoir qui sont les gens qui fréquentent notre site, de quelle façon, quels sont les aspects qui les intéressent à l'intérieur, sachant qu'on a une spécificité, nous en Lorraine, c'est que par exemple la page Facebook est une page où on partage, mais où on partage l'information que nous diffusons. C'est-à-dire que nous sommes les seuls à avoir la possibilité d'écrire sur notre mur Facebook. En revanche, on incite très fortement les internautes à réagir et à partir de là, on interagit avec eux. Par exemple, tous les matins à 6h15, je leur donne, comme je l'ai fait avant de prendre le train ce matin en venant de Metz, je leur donne la météo, le saint du jour et on leur rappelle qu'il faut envoyer une photo pour l'émission du matin, par exemple. Et on a énormément de retours sous cette forme-là et effectivement, les chiffres Facebook nous permettent de dire que sur 24 heures comme sur une semaine, voilà globalement qui fréquente la page pour faire quoi. Et nous, ça nous pose une vraie question derrière pour laquelle on n'a pas de réponse, on n'a pas non plus à réfléchir ou à agir tout de suite parce que nous ne sommes que des journalistes, c'est pas nous qui décidons, pas encore. Mais par exemple, l'audience de la page Facebook, à 72%, sont des gens âgés de 18 à 45 ans, ce qui est quand même assez loin de l'audience de France 3 à la télévision, pour nous en Lorraine, dont on sait que c'est plutôt 55+. Donc derrière, il y a évidemment des implications éditoriales. On sait aussi, je viens de recevoir un tweet à l'instant sur « je reçois un lien de 2 minutes en vidéo, éventuellement je le lis, 4 minutes, ça me gonfle ». Bon, les reportages, est-ce qu'il faut mettre en ligne les reportages du Journal du Soir ? On le fait de moins en moins sur la page Facebook de France 3 Lorraine. On le fait de moins en moins sur le site internet de France 3 Lorraine, parce que ce n'est pas ce que les internautes viennent chercher. En revanche, 8 photos d'un train Castor qui s'arrête au milieu de la Lorraine en attendant que les Allemands décident comment va se passer le passage chez eux du train nucléaire, eh bien, ces 8 photos prises sur le terrain par un membre de l'équipe, c'est un diaporama. Ce diaporama génère 20 000 vues en 24 heures. Parce que c'est ce qui intéresse l'internaute, bien plus que le reportage télé qui accompagne à l'intérieur de l'affiche. Donc oui, nous sommes en observation, on utilise désormais au quotidien Xity, on utilise également Sherbit, mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision, on est un petit peu au même point que vous, c'est-à-dire que on compile effectivement les chiffres, qu'on fait les captures d'écran tous les 15 jours, parfois tous les jours sur certaines périodes, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et bien évidemment, les journalistes, mais on en reparlera, sont tellement éloignés de cela, à quelques détails près, qu'ils ne vont ni interagir évidemment avec les internautes qui pourtant les interpellent parfois sur la page Facebook et ont fait remonter cette information, ni derrière orienter éventuellement leur traitement de l'information sous la direction de la rédaction en chef sur tel ou tel angle plutôt que les angles qu'on a l'habitude traditionnellement de traiter très souvent en marronnier au sein de nos médias. Donc un avis qui va à l'encontre de ce que disait François tout à l'heure, François Guillaume de CG Média, qui disait qu'au contraire, que l'éditorial, ça se passait bien, qu'il suivait, que... Donc, oui, non, moi je trouve ça extrêmement dommage du coup de ne pas pouvoir utiliser éditorialement toutes ces infos qui nous remontent du terrain. C'est nos internautes finalement qui nous disent eux-mêmes ce qu'ils veulent et je trouve ça vraiment dommage de ne pas du coup réorienter éditorialement notre force de frappe. Alors c'est vrai que c'est peut-être facile à dire pour nous vu notre taille, mais voilà, je pense qu'à toute échelle on devrait tendre vers cette direction-là parce que voilà, encore une fois, comme vous venez de le dire, par exemple les médias, les réseaux sociaux, c'est une manière d'aller toucher une audience qu'on n'a pas habituellement sur notre support traditionnel. Nous, dans la presse, c'est la même chose. Pareil, les lecteurs sont plutôt dans la tranche d'âge 50 ans et plus. Même chose, sur Facebook, on a une grosse communauté et ce sont encore une fois des gens qu'on ne peut pas aller chercher. Donc du coup, pour nous, c'est pas simplement la communauté d'un journal voilà, où on fait un peu la promo du journal. Ça, c'est la chose basique. Facebook devient, j'ai presque envie de dire,
un support supplémentaire du titre. C'est-à-dire qu'en gros, ça devient un canal comme un autre, comme on peut avoir une application mobile, comme une application de tablette. Et donc du coup, on va chercher des gens et on va leur offrir la même chose, les mêmes infos, mais orientées et emballées de la manière dont ils apprécient le plus. Donc voilà, si effectivement, dans le journal, on aime bien d'avoir des articles travaillés avec des témoignages, des angles multiples, sur Internet et encore plus sur Facebook, on veut de l'info réactive et immédiate et condensée, et bien c'est ce qu'on va donner sur Facebook. Donc en fait, nos journalistes, en fonction de ces infos qu'on a du terrain, nos journalistes, on les conditionne en disant sur Facebook, vous écrivez de telle manière, sur Internet, vous écrivez de telle manière. Je suis tout à fait d'accord avec Yann. C'était le truc de base de dire sur le web on écrit court. Et ben, l'expérience prouve que même des articles longs, même des vidéos un petit peu plus longues, un peu travaillées, ça continue à être bien vu parce qu'il faut en permanence s'adapter. C'est ça la grande force d'Internet, c'est que ça évolue en permanence. Et je pense que si on n'adapte pas cette évolution en permanence à nos stratégies éditoriales, parce que là c'est vraiment fondamental, pareil, je rebondissais à ce qu'on disait tout à l'heure, ces outils statistiques, si on n'impacte pas ces statistiques-là sur notre stratégie éditoriale, eh ben, en gros, c'est un peu comme avoir des œillères en disant bah, voilà ce que nos internautes et nos lecteurs veulent. Si on ne répercute pas ça sur l'offre qu'on leur donne, c'est un peu dommage d'avoir tous ces outils-là finalement. Mais je pense que de toute façon, ces bonnes pratiques dont on est en train de parler là depuis quelques minutes, et ça va au-delà du métier de journaliste lui-même. Ça va aussi, c'est aussi s'adresser à sa direction technique et l'intégrer vraiment à tous les processus, à s'adresser à son service marketing, à sa direction commerciale. Finalement, je vois moi en tout cas basculer tous les univers professionnels un à un vers ces bonnes pratiques-là. J'étais à France 3 à Lyon, voilà, c'était pas France 3 Lorraine il y a quelques temps, et pour une formation, et c'était le jour où ils faisaient leur premier live blogging, quoi. Alors ça m'a fait sourire parce que moi, les live blogging, j'ai commencé il y a 4 ans, et à l'époque c'était déjà super vieux par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis et ce que faisaient les blogueurs. Mais c'était pas grave. Ce qui était chouette, c'est de voir que tout d'un coup ils découvraient un rapport différent avec leur auditeur. Parce que quand même la télé c'est assez loin, le journal télé c'est quand même quelque chose d'assez intimidant, il y a le présentateur, enfin voilà, les grosses caméras. Puis là tout d'un coup sur le web, ils étaient dans une interactivité, les gens envoyaient leurs photos, leurs témoignages comme on a pu le décrire ici. Et ce basculement, moi je l'ai vu très tôt dans la presse quotidienne, évidemment tout de suite dans la presse web parce qu'on n'est que sur le web. Ensuite d'autres univers ont mis plus de temps, la presse magazine, les grands groupes, Prisma, Mondadori. On l'a dit, c'était un peu plus long à mettre en place. Et pareil pour la télé. La radio a basculé plus vite parce que plus l'habitude comme ça du flux, de réagir en direct, enfin ça leur parlait quoi. Voilà. Et juste pour terminer, c'est vrai que finalement grâce à ces outils de mesure, tous les journalistes peuvent s'improviser quelque part un peu marketeux ou spécialistes en marketing. Moi, j'ai des gens qui viennent me dire en disant je regarde le nombre de likes Facebook sous mon papier, en plus du nombre de visites et du nombre de votes. C'est-à-dire que chaque journaliste sur chaque article va commencer à tirer ses propres conclusions en fonction de 3, 4, 5 métriques comme ça et faire ses petits bricolages personnels. Ce qui manque, on l'a bien dit, c'est de centraliser un peu tout ça et puis d'essayer de rationaliser un peu tout ça. Mais finalement, on s'aperçoit que chaque membre de l'équipe s'implique dans un processus qui ressemble de près ou de loin à du marketing. Et alors juste parce que dans le même principe, nous centraliser, pour l'instant, on ne cherche pas spécialement à centraliser, puisqu'on s'est aperçu que donc, chaque rédacteur en chef, au fur et à mesure où on leur donnait les stats, ils avaient l'air tellement intéressés, ils réorientaient tellement rapidement leur manière d'écrire les papiers qu'en fait on leur a carrément ouvert, et donc en fait chaque rédacteur en chef a accès à son Google Analytics, à celui de son journal, et on s'aperçoit que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui nous disent aujourd'hui je suis allé voir les stats et j'ai vu tel papier qui monte, etc. C'est qu'en fait plutôt que de garder le principe de centralisation et de dire voilà la direction va centraliser toutes les infos et va donner une politique un peu globale, nous, en fait, on préfère segmenter et dans chaque journal, parce que les internautes ne se comportent pas de la même manière dans le nord ou au sud-ouest ou peu importe. En fait, c'est chaque rédacteur en chef qui a suivi une espèce de mini-formation sur la manière de décortiquer les stats de Google Analytics. Chaque rédacteur en chef va consulter, alors suivant l'application, une fois par semaine ou même des fois une fois par jour, voire même plusieurs fois par jour pour certains, va consulter et donc du coup impacte en permanence ces stats qui lui remontent du terrain sur le comportement de sa rédaction. C'est à mon avis, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore une fois une question d'échelle, mais c'est une stratégie qui est plus jouable en tout cas que de vouloir absolument centraliser et de faire des grosses masses de données qui de toute façon ne seront pas lues par les équipes. Juste compléter une chose, effectivement, dans les gros groupes, la problématique, c'est qu'à l'arrivée du web, en fait, d'un côté, vous avez la rédaction
et tout ce qui était système d'information qui a continué à vivre sa vie. Et puis on a essayé de construire à côté quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre du numérique, avec une culture différente, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, et en fait ce qui permet justement cette interaction entre toutes les activités numériques et papier, etc., c'était toute cette notion de convergence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus forcément journaliste papier ou journaliste web. Disons qu'on va arrêter de parler un produit, le journal, même s'il existera, et la partie numérique, c'est le produit en lui-même va descendre d'un niveau et on va parler d'articles. Et à partir du moment où vous parlez d'articles, vous allez commencer à rentrer dans toute cette notion d'interaction. Donc aussi bien sur la partie rédac, il y a une notion de convergence qui fait que derrière, tout journaliste pourra publier et sur le papier et sur le numérique. Donc il y a énormément, en termes de culture, de rattrapage à faire, surtout au niveau de certaines rédactions. Et la deuxième chose, c'est si vous avez convergence au niveau des journalistes, vous allez avoir convergence au niveau des systèmes d'information. C'est-à-dire que dans certains groupes, vous avez un système d'information qui est dédié au print, et puis ensuite, en parallèle, quelque chose qui fait du continu sur le numérique. Or, si on veut arriver à travailler des flux et sur la partie sémantique et sur la partie structuration des données, etc., à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir deux systèmes qui évoluent en parallèle, vous devez avoir un système qui évolue, que ce soit deux personnes, une personne, peu importe, mais qui évolue dans le même sens. Parce que sinon, vous allez toujours avoir ces problématiques-là. Et là, c'est un deuxième choc qui arrive, qui se passe sur la partie numérique, qui est vraiment la notion de convergence. Et derrière mon atome premier, celui sur lequel je travaille, c'est l'article. Et derrière de cet article, je ferai un produit dont l'un des produits sera le journal. Voilà. Pardon, oui, je voulais quand même ajouter que, effectivement, moi, je trouve qu'on devient vraiment multiproduit. Parce que c'est pas le même produit que vous faites dans les magazines papier, que vous faites sur le web, que vous faites dans les applis iPhone et dans les tablettes, et que du coup l'audience derrière n'est pas la même, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui vous lisent ou qui vous vont sur le web, parce que voilà, vous trouvez pas les mêmes articles et vous n'avez pas le réflexe d'aller forcément sur le site de votre magazine papier pour aller voir de l'info. Et donc le marketing aussi se démultiplie à ce niveau-là, puisque on nous demande de faire aussi maintenant du marketing sur Facebook, par exemple, et on ne parle pas du tout de la même façon sur les réseaux sociaux que dans les pages de magazines, et on se retrouve à faire des multiples opérations pour des communautés différentes, que ce soit les 20 000 fans et que ce soit les 100 000 abonnés, les 500 000 lecteurs. Donc à chaque fois, ça démultiplie, moi j'ai l'impression, les produits en fait. Et que du coup, contrairement à ce qu'on avait au départ, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une convergence au niveau des métiers à l'intérieur de chaque poste pour le journaliste comme pour le marketing, mais que lui se démultiplie sur les différents supports puisque ce sont des produits différents. On va peut-être passer à la deuxième table ronde, à moins qu'il y ait d'autres questions. Une question, Christian ? Puis après, on va... Oui, Christian Garit, représentant le SNJ aujourd'hui. Bon, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de syndicalistes invités dans les groupes de réflexion, et même dans la salle, nous ne sommes pas nombreux. Oui, bon, d'accord, mais bon. D'ailleurs, on est groupés, c'est vrai que plusieurs fois... Ouais. En tout cas, donc... Bon, il y a plusieurs fois des propos qui m'ont fait hérisser, et où on voit, par exemple, que en fait, l'information est dévoyée. Enfin, nous, effectivement, nous, journalistes, nous avons un statut de journaliste, et on voit que de marketing en publicité, les journaux, qu'ils soient écrits, parlés ou télévisés, ils deviennent, et je l'ai entendu plusieurs fois, de vulgaires produits. On ne parle plus de journaux, on ne parle plus de titres. On parle de produits. Et là, il y a une égringolade. Hein. Non, mais il y en a d'autres. Non, c'est pas vous qui êtes visé. Mais on voit maintenant que l'information devient de plus en plus scénarisée et qui se transforme en marchandise. Les secrétaires de rédaction, on les a vus, et dans le rapport, ils deviennent narrateurs et les reporters en médiateurs. Donc là, je voulais quand même revenir là-dessus. Il y a eu vraiment une dérive de la fonction du journaliste. Le journaliste, les outils, on les avait. Les outils marketing et les outils de vente, en tout cas pour la PQR, on les avait déjà. Vous avez de plus en plus, effectivement, d'outils. Mais bon, le journaliste ne doit pas se transformer en...
se servir des outils, d'accord, mais c'est pas à lui à prendre ce genre de choses, ou au moins s'adapter forcément à son lectorat. On n'aura pas de toute façon. L'idée n'est pas de politiser le débat. Hein. Non, mais je censurerai personne. Mais posons des questions et parlons-nous. Enfin, plutôt que lire des tracts, moi j'ai pas de souci. Politisons-le, j'ai aucun souci à le politiser. Je suis désolé, moi je considère que pendant des années, les journalistes se sont coupés de leur audience et de leur lectorat au point de provoquer une crise de confiance historique entre... voilà. Moi je suis arrivé dans la presse il y a 10 ans, à un moment où en gros les journalistes avaient à peu près la aussi bonne réputation que les vendeurs de voitures d'occasion et les chirurgiens esthétiques qui posent des prothèses mammaires. Voilà. Donc ça, c'est l'héritage qui nous a été laissé quand nous on est arrivé, la génération des journalistes web qui monte, une crise de confiance totale et une absence totale de dialogue. Aujourd'hui, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a des outils pour renouer ce dialogue et recommencer à parler aux gens et recommencer à comprendre quels sont les articles et quels sont les contenus qui les intéressent. Vous nous dites aujourd'hui, en gros, si j'essaie de résumer, c'est pas mon métier. Vous considérez que c'est pas mon métier de savoir ce que pense le lecteur de mon contenu, etc. Mais on fait du marketing. Quand on fait le titre d'une d'un journal, c'est du marketing, monsieur. Mais si, quand on fait l'affichette d'un journal de PQR devant le kiosque, moi j'ai commencé en PQR, je me souviens très bien du chef de local qui décidait qu'est-ce qu'on allait mettre sur l'affichette qui était à la sortie du bureau de tabac. Et ben ça, c'est du marketing. Je suis désolé, là, le titre d'un journal, c'est une forme de marketing. Donc forcément, on est dedans. Quand j'envoie un lien sur Facebook et que je donne envie aux gens d'aller voir mon contenu, je suis dans le marketing. Je considère que je suis dans le marketing. Vous aimez pas le mot, vous considérez qu'il est tabou, c'est votre affaire. Moi, je l'assume et j'ai pas de souci à le faire. Et au contraire, pour essayer de dépassionner la chose et de finir sur une note positive, moi je considère que ces outils-là nous incitent plutôt à faire de la qualité et plutôt à faire du contenu, y compris des choses aussi puissantes et aussi terrifiantes parfois que l'audience en temps réel, comme je l'ai décrite. Et ben les conclusions que nous on en tire à Rue 89, c'est que parfois c'est bien de faire plus long, parfois c'est bien de prendre plus de temps, c'est de faire du reportage, de faire de l'enquête, tout ce qu'on avait un petit peu abandonné, justement parce qu'on était coupé aussi de la connaissance du lecteur et qu'on en était à des grandes règles collectives. Donc franchement, du point de vue du syndicaliste, vous devriez plutôt défendre cette idée que du journaliste impliqué dans tous les processus et connaissant son lecteur, connaissant ses métriques, plutôt que de dire chacun son métier. Okay, merci Yann. Bon, on va pas politiser le débat. On n'est pas là pour ça. Hein. L'idée, c'est effectivement de voir comment on peut collaborer les uns et les autres et comment on fait travailler les gens ensemble. Hein. Donc, on va pas forcément parler du statut de journaliste. En tout cas, on n'est pas là pour ça. Si vous en êtes d'accord, on va passer à la deuxième table ronde qui risque encore une fois effectivement de parler transversalité puisqu'on va parler des passages entre écrit et audiovisuel. L'idée, c'est effectivement de s'interroger sur l'avenir avec images forcément. Hein, la place des images va être prépondérante.